Alors, bonjour Karine, on est au colloque aujourd'hui organisé par Ariane Biran et la Ligue. Vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes venue intervenir au sein du colloque. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir? Alors moi, ce qui m'a motivée, c'est notamment de pouvoir parler un petit peu de tout ce qu'on vit, du contexte dans lequel on est depuis la crise sanitaire, qui nous fait changer un petit peu de vision. Et moi, j'apprécie déjà les personnes qui l'organisent, avec qui je suis en contact depuis tout ce temps-là. Et donc, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager avec elles ce moment de réflexion. Et, euh, et du coup, j'avais envie de venir parler de manière un petit peu plus globale de ce qui se passe et qu'on en ait une compréhension un petit peu systémique et qu'on voit comment les choses s'imbriquent les unes les autres pour en arriver là. Et que c'est pas seulement la vaccination, c'est pas seulement... Alors là maintenant on a le droit sexuel des enfants, c'est important d'en parler, de cibler, mais c'est important aussi de mettre en lien tous ces éléments-là pour pouvoir avoir une vision globale de la situation et se rendre compte que finalement, ça fait bien longtemps Que ça les ne va choses pas. Ouais. que les choses se préparent sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, c'est essentiellement pour ça que Ça fait longtemps que vous en aviez conscience, vous le voyez venir ou ça a été un peu, c'était un peu inconscient et vous avez pris conscience là avec la crise de la Covid? En fait, moi, depuis que je suis adolescente, même depuis que je suis enfant, je remarque que il y a des trucs qui sont un petit peu louches parfois. Les discours sont contradictoires ou qu'on se fait mener par le bout du nez. J'ai toujours été un esprit indépendant. En fait, on disait souvent de moi que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. C'est pour ça que je suis devenue psychologue peut-être aussi. D'accord. De vouloir interroger les situations, interroger le cadre de pensée, interroger les choses, pourquoi ci, pourquoi ça. Et quand j'étais après adolescente, jeune adulte, j'entendais déjà parler un petit peu des risques d'effondrement de société, de la manière dont on veut nous faire croire qu'on est dans un pays libre ou qu'on a la capacité de penser librement, alors qu'en fait on est un petit peu utilisé, instrumentalisé par le système. Mais pour ce qui est d'effondrement des sociétés, etc., je pensais pas forcément le vivre. Je pensais que ça serait mes petits-enfants. Oui, ça s'est un peu accéléré quelque part. Enfin. Voilà, donc la crise... Et qu'est-ce qui a fait en fait qu'est-ce que vous diriez si vous deviez chercher pourquoi vous avez cet esprit un peu à remettre les choses en question? Est-ce que c'était votre éducation, vos parents, votre grand-mère, enfin, est-ce que c'est ou est-ce que c'était vraiment inné? Parce que beaucoup de gens se posent la question pourquoi est-ce que nous on remet et d'autres pas? Alors, Il y a un passé de résistance dans votre famille, de rebelles, de pirates? pas forcément. Non. Il y a le fait, parce que ça justement, j'en parle parce que je fais des ateliers de soutien psychologique pour les personnels suspendus avec le syndicat Liberté Santé aussi. D'accord. Et c'est une question qu'on aborde en fait, parce que ça permet de prendre du recul. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont été jusqu'au bout de leur choix et d'autres pas? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui se disent non, moi, voilà. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a, dans notre enfance, eu de l'adversité, si on a connu, en fait, des adultes ou des autorités défaillantes, et qu'on a réussi à surmonter, à le voir et à le surmonter, ça nous donne les outils pour pouvoir continuer à le voir et à le surmonter plus tard. Et finalement, si on a une enfance parfois trop lisse, trop heureuse, entre guillemets, elle n'est pas été malheureuse, mon enfance, plus que ça, mais si en tout cas on a une enfance où on a une entière dévotion, une loyauté sans faille à l'autorité, et que en effet l'autorité est tout à fait bienveillante avec nous, ouverte d'esprit, etc., on n'a pas besoin de la remettre en question, on lui fait confiance absolue. Donc à partir du moment où après on déplace cette confiance sur les autres types d'autorité, que ce soit les patrons, les maîtres, les enseignants, l'État, on ne remet pas en cause le système. Et c'est difficile de penser que le système peut ne pas être bienveillant, en fait. Oui, c'est ce à quoi beaucoup de gens n'arrivent pas à croire, en fait. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a des choses qui doivent être un petit peu innées dans le fait que peut-être certains enfants vont être plus sensibles à l'injustice et vont avoir envie de très vite se rebeller ou voir les choses. Moi, je sais que très tôt,
très jeune, je me souviens avoir analysé les relations entre les adultes et j'observais déjà les jeux de pouvoir en fait entre les adultes ou entre les adultes après et après les adultes sur les enfants. D'accord. Et même entre les adultes eux-mêmes dans ma famille, je voyais quand un tel voulait prendre le pas sur tel autre, etc. Et ça me plaisait pas quoi. Donc, votre métier, c'est vraiment une vocation. C'est-à-dire toute petite déjà, vous étiez dans cette analyse psychologique des relations humaines, quoi. Ouais, en fait, moi, quand j'étais encore en quatrième, troisième, il fallait qu'on nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier, il fallait qu'on commence à se décider pour choisir quel bac on allait vouloir faire, etc. Donc j'ai été à l'époque, ça s'appelait le CIDJ, comme le CIO maintenant, c'était à l'intérieur de mon collège. Et là, je sais que c'est dans le social. Alors j'ai pris toutes les définitions des métiers et j'ai lu. Et j'ai lu les définitions. Il y avait pour éducateur, il y avait assistante sociale, et il y avait psychologue. Mais j'ai pas lu les noms au départ. Moi, j'ai juste lu les définitions. Les définitions, les 4 lignes qu'il y avait pour expliquer le métier. C'est quand j'ai lu psychologue, j'ai fait c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai regardé le nom, j'ai c'est psychologue, ça s'appelle. D'accord. Et après de là, je me suis. Et ça vous a jamais quitté? Ça a toujours été, ça vous nourrit vraiment toujours encore aujourd'hui? Oui, ça me passionne toujours. Ouais. D'accord. En fait, cette envie de comprendre l'humain. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée. Après, dans la foulée, je me suis intéressée à l'interprétation des rêves, je me suis intéressée à l'inconscient, etc. Mais quand j'étais jeune adolescente, les copines venaient se confier à moi. Même quand je le cherchais pas, c'est là qu'on voit quand il y a un truc. Je me souviens d'une fille, j'étais en 5e. Et je savais pas que je voulais faire psychologue encore à l'époque. Et elle était, comment on dit, populaire. C'était une fille un peu populaire à l'école. Oui. C'était pas une de mes amies, en fait. Mais un jour, elle est venue me parler parce qu'elle avait dû faire un IVG. Et ça l'avait gros sur le cœur. Elle n'osait pas en parler à personne. Et elle était venue m'en parler. Et moi, je l'avais écoutée. Et je l'avais dit, elle m'avait remerciée. Et voilà, et après elle avait continué sa route et moi la mienne. D'accord. Oui, ça m'est resté parce que, même sur le moment, c'est après coup, je me suis surpris, après coup j'ai réfléchi, pourquoi elle était venue me parler à moi et c'est quelque chose qui se dégage en fait, l'empathie ou l'écoute, le talent de savoir écouter, c'est vraiment un talent et une forme de grande humanité, je trouve. Et comment on pourrait dire, parce que les gens qui sont dans le déni total en pensant que nos gouvernants nous veulent du bien, je pense que c'est presque traumatique d'un seul coup d'avoir la confiance qui tombe alors qu'on a tout donné, comme quand on est dans une secte et on prend conscience. Comment est-ce que c'est possible déjà d'en sortir et quelle est, s'il y a 2-3 petites choses, comment on peut prendre soin de ces gens-là en fait? Est-ce qu'il y a des petits trucs ou... En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est éventuellement en semant le doute en posant des questions. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est dans le déni de la situation, c'est qu'il a trop à perdre et qu'il n'a pas les ressources pour gérer l'angoisse que suscite la prise de conscience. Donc, si on y va de front, ça va être trop difficile. La personne, au contraire, va bloquer et va même renforcer ses mécanismes de défense. Et du coup, on va faire l'effet inverse de celui qui est souhaité. Alors après, c'est plutôt en posant des questions, en semant le doute qu'on peut réussir. Moi, j'avoue que personnellement, je cherche pas à convaincre mes proches, en tout cas les gens que j'aime. Mais si quelqu'un vous pose une question en disant là, c'est un peu... Si on pose la question, oui, je vais pouvoir répondre, voilà. Alors en même temps, je dis je cherche pas à convaincre les gens que j'aime. Par contre, autour de moi, des fois, ils me reprochent que je peux pas m'empêcher, même avec les gens que je connais pas, dans des conversations, de commencer à parler de ce qui va pas, des manipulations qu'on subit, etc. etc. Et c'est pour ça que je fais bien la distinction, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Des gens avec qui on n'a pas de lien affectif que ceux avec qui on a des liens affectifs. Oui, c'est très différent. C'est plus difficile, je pense. Et moi, je pars du principe que je préfère finalement préserver les liens affectifs et accepter que la personne fasse ses choix, même si ce sont des choix qui peuvent ou me faire de la peine ou ne pas être en accord avec les miens, ou m'inquiéter. Mais en même temps, je serais, si moi aussi je voulais absolument la convaincre
qu'elle doit me rejoindre? Est-ce que je ne suis pas finalement le miroir de cette société qui veut nous imposer notre pensée? Oui, mais parfois ça fait extrêmement mal au cœur de voir des gens qui tombent là-dedans, qui vont se faire injecter, même injecter leurs enfants. Il y a quelque chose où, alors on n'a pas tous le syndrome du sauveur, mais c'est presque intolérable de se dire. Moi, souvent, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à trouver les mots pour empêcher ça, quoi. C'est traumatisant aussi de l'autre côté, en fait. Oui, je comprends quand on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'aurais pu dire ou faire qui fasse que la personne... Et en fait, je crois que c'est ça qui fait partie aussi de l'apprentissage de notre humanité. Et on vit là ce que certains parents vivent avec leurs enfants quand il faut accepter que nos enfants font des choix de vie qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et il y a un deuil à faire, il y a un renoncement. Et là, c'est un petit peu pareil aussi. À un moment donné, il faut dire, bon, bah non, je peux pas, on peut pas être le sauveur partout. C'est vrai qu'on est confronté à l'impuissance. On est confronté à une forme d'impuissance. Donc ça nous met au défi, nous aussi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais je pense que de vouloir à tout prix convaincre l'autre, c'est à un moment donné développer une pensée totalitaire à notre tour. Oui, c'est vrai. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre présence, en tout cas Karine, et de vos interventions. Donc là, on verra les vidéos. Et voilà. Merci beaucoup Karine. Merci. Amandine et Ariane qui m'ont demandé de pouvoir participer, pour pouvoir parler, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on travaille ensemble sur différentes thématiques autour de ce qui se passe depuis 2020. Et donc là, c'était l'occasion pour moi de venir parler un petit peu de cette société qui se met en place et qui se totalitarise. Et puis alors là, on arrive dans le cœur des enfants. Enfin voilà, ça touche les enfants. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aussi remué dernièrement, cette situation. Et donc j'étais contente de pouvoir venir un petit peu réfléchir, donner mon analyse aussi un petit peu de la situation. Depuis 2020, je réfléchis beaucoup. Je remercie d'ailleurs Ariane parce qu'elle m'a permis de me donner les premières clés aussi pour pouvoir remettre en marche moi aussi mes processus de pensée, pour pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne cette société qui se totalitarise. Et du coup, de là, je fais aussi des ateliers de soutien pour les soignants suspendus au syndicat Liberté Santé. Et ça me permet là aussi de prendre du recul, de mettre du sens, de faire des liens sur tous les événements qu'on traverse. Et voilà, et donc là maintenant, les enfants, la boucle est bouclée. Et Ouais. Et en fait, en échangeant avec Ariane, Amandine, vous arrivez à affiner votre analyse de la situation. Enfin, du coup, vous avez une acquisition plus pointue de tout ce qui se passe, un regard plus acéré sur tout ce qui se passe, ou c'était déjà clair pour toi, pour vous avant? Non, je pense qu'on affine notre regard au fur et à mesure, même si Ariane, ça fait très longtemps qu'elle étudie les sociétés totalitaires, mais pour pouvoir comprendre l'actuel, parce que même s'il y a des mécanismes qui sont identiques, ça s'applique chaque situation à ces éléments. Voilà, donc en fait, en psychologie, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait toujours des allers-retours entre le singulier et le collectif et le général, donc entre l'individuel et le global. Donc même s'il y a des mécanismes généraux qui vont se retrouver dans n'importe quelle société totalitaire, elles vont prendre une forme spécifique à chaque instant. Voilà, et donc nous, ça nous permet tout simplement d'analyser dans l'actuel des instants qu'on vit, qu'est-ce qui se joue et quelle place ça vient prendre dans les mécanismes plus généraux en fait. Il y a beaucoup d'explications sur le fait que les gens ne voient pas ou se laissent emmener là-dedans, en fait. Oui, alors en fait, souvent comme j'ai tendance à dire, les gens qui tout de suite en tout cas se disent il y a quelque chose de pas normal, qui se sentent réveillés, à se dire mais non, il y a un truc, et qui ont remis en question en tout cas la règle. Ça a commencé avec l'obligation vaccinale. Généralement ce sont des personnes qui depuis toujours ont eu besoin de comprendre une règle pour pouvoir l'appliquer et de la valider. C'est ça. Et ça, en fait, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça.
il y a des personnes qui ont une telle loyauté à l'autorité et une telle confiance dans l'autorité parce que en même temps peut-être un besoin d'amour, une quête d'amour. Mais c'est pas forcément des gens idiots à la base en fait. Non. Il n'y a pas de culpabilité spécialement à avoir si on est tombé dans le truc. Non, c'est voilà. Oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'on dit souvent les covidios, les moujons, etc. Et est-ce que non, parce que non, c'est pas. Je pense que ça serait pas. C'est pas intéressant de le dire comme ça en tout cas. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça veut dire idiot? C'est comme qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. Donc voilà, après, on a tous des fonctionnements différents et je pense que ce qu'il faut, c'est comprendre le mécanisme. Ça nous aide justement aussi à pas avoir de préjugés et à mieux accepter l'autre aussi avec ses différences de fonctionnement. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui vont du coup s'en remettre à l'autorité, faire confiance à l'autorité parentale quand ils sont enfants. Donc du coup, forcément, comme après on déplace notre rapport à l'autorité sur le maître, sur le médecin, sur le gouvernement, du coup, si ils ont eux l'habitude d'obéir à une règle sans avoir besoin de la comprendre parce qu'ils se sont soumis à la loi de je t'ai dit de faire ça, tu fais ça, c'est quelque chose qui va rester en fait. Qui va rester surtout dans des situations où on va agir de telle manière avec une pression émotionnelle forte pour faire régresser, qui nous font régresser à des dimensions affectives antérieures en fait. Donc ça va faire que même si, admettons, adulte, on a un regard plus critique, on va pas obéir tout de suite sans comprendre, voilà. Et ça n'empêche qu'en situation difficile, on va régresser et on va retrouver nos réflexes d'enfant en fait, parce que c'est la sécurité de base. On retrouve une sécurité intérieure et forcément, on régresse d'un palier de progression. Alors il y a des gens quand ils régressent, ils tombent pas sur des choses rassurantes, ils tombent sur des choses qui sont déjà pas très fiables. Donc de toute façon, ça les laisse en alerte. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui très tôt voient finalement ou font l'expérience d'adultes sur qui on ne peut pas compter. Ou alors ils font l'expérience de deuil, ou ils font l'expérience en tout cas du fait que l'adulte n'est pas forcément fiable. Et ils l'acceptent. Parce qu'il y en a qui en font l'expérience et qui ne l'acceptent pas et qui sont dans le déni très tôt. Ça aussi, ça peut arriver. Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent expliquer aussi en partie, ça explique pas tout, mais ça explique en partie pourquoi il y a eu des réactions différentes. Après, les autres explications viennent aussi du fait que plus on a à perdre, plus c'est difficile de renoncer. Il faut avoir aussi, pour pouvoir accepter de voir une supercherie et pour pouvoir prendre une décision, par exemple, qui remet en question ses valeurs, il faut avoir les ressources de surmonter l'angoisse que suscite le fait de se confronter à cette vérité ou cette réalité qui ne convient pas en fait. Et les pertes qui iront avec. Et les pertes, les pertes qui vont aller avec. Et là aussi, si on a juste, après je t'en donne la parole, mais si jamais on a traversé dans notre enfance des épreuves autour de la perte, etc., eh bien, on va pouvoir plus facilement adulte être outillé, être armé pour pouvoir les surmonter. Mais si finalement dans notre enfance on a eu des parents fiables, on a connu aucune situation difficile, on n'a pas eu de deuil à surmonter, etc., on aura vécu une enfance heureuse, épanouie, mais par contre on ne sera pas armé, on n'aura pas les outils pour pouvoir surmonter l'adversité. Donc la première fois qu'on va être confronté à l'adversité, ça sera plus compliqué. Et alors si en plus de ça, le système nous rend dépendants de son confort technologique et du statut social, et qu'on a des prêts à la banque et qu'on a la piscine qui coûte cher, même si on gagne un bon salaire, on se sent un peu dans une situation d'impasse. Et toi, tu vis en Guadeloupe. On a vu en Guadeloupe, il y avait quand même beaucoup de soulèvements. On avait l'impression beaucoup plus qu'en France métropolitaine. Est-ce que la mentalité est différente? Qu'est-ce qui fait qu'en Guadeloupe, peut-être, les gens n'acceptent pas autant ou se rebellent plus? Tu l'assimilerais à quoi? Un petit peu dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que déjà en Guadeloupe, tout ce qui vient gratuit de la France, c'est pas bon.
D'accord. Ah oui. Enfin, ils sont déjà en alerte en fait. Voilà, oui. ils sont déjà en alerte. Un truc de la France qui est gratuit, de la métropole, ils se disent il y a anguille sous roche. D'accord. Et la Guadeloupe a fait l'expérience de scandales, notamment le chlordécone, qui dure encore, parce qu'il y a quelques mois encore, ils ont encore essayé de lui faire avoir une voix au niveau juridique, mais ça n'a encore pas pu aboutir. Voilà, alors qu'il y a un double discours, parce que l'ARS pour le chlordécone en Guadeloupe fait des tests gratuits pour dépister le taux de chlordécone dans le sang des Guadeloupéens pour pouvoir évaluer où on en est par rapport au cancer de la prostate. Donc il n'y a pas de... C'est un secret de polichinelle. Enfin, je veux dire, met en place ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge ce problème de santé publique. Mais par contre, au niveau de la justice, ça passe pas. Voilà. Il y avait eu un jugement, il me semble, en Basse-Terre, qui obligeait l'hôpital à fournir de l'ivermectine pour ces malades, je crois. Oui, c'est possible. Il y avait eu un temps. Mais alors, à côté de ça, on a eu dans l'été de juillet-août 2021, quand on avait eu la 4e vague, je crois, il y avait, le système de soins n'était pas du tout achalandé et préparé pour pouvoir accueillir la situation, traiter la situation. Donc il y a eu une maltraitance et en fait il y a beaucoup de gens qui sont morts plus par un défaut de soins, même si certains certaines personnalités, certains médecins ont tendance à défendre l'hôpital et la qualité des soins à cette période. On a eu énormément de témoignages sur place, de personnes qui ont vécu elles-mêmes ou qui ont emmené leur famille et pour montrer le contraire. J'ai même entendu un médecin urgentiste du sud de la France qui était venu en renfort sur une radio de l'Hexagone témoigner comme quoi il n'avait jamais vu ça, qu'il n'y avait rien pour soigner, que eux, au moins quand il y avait la 4e vague, ils avaient des respirateurs, ils avaient ci, ils avaient ça, que là les gens attendaient sur des brancards dans les qu'on s'occupe d'eux pendant vraiment très longtemps. Enfin bon, voilà, ça avait été un peu catastrophique. Donc on est capable du bon comme du moins bon. Certes, c'est pas la justice. Maintenant, il y a quand même eu les suspensions, il y a eu tout ça. Mais c'est vrai que la population, elle, en tout cas, elle s'est rebellée, elle a tenu bon parce qu'elle s'est posé des questions. L'habitude aussi de savoir que c'est pas toujours bon. Ce que je dis, l'autorité n'est pas bienveillante. Et du coup, sur les enfants guadeloupéens, est-ce que on voit en consultation ou... J'en vois un peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, parce qu'il y a quand même eu les mêmes restrictions, les masques à l'école, et le système éducatif, moi je trouve en Guadeloupe, a quand même joué le jeu des recommandations. D'accord. Alors après, c'est comme partout. Selon les classes, selon les enseignants, ça allait être plus ou moins. Oui, des fois, le masque se retrouvait sous le menton. Mais il suffisait d'un rien pour que tout à coup, on stigmatise ou... Vous voyez bien, c'était très aléatoire. Un coup, il y avait du relâchement. Après, on allait stigmatiser. On allait les campagnes de tests aussi dans certaines écoles. Alors pareil, c'était inégal selon le terrain. Des écoles où il n'y a jamais eu aucune campagne de tests. Parce que je pense, ils savaient que les parents de ces écoles-là n'allaient pas du tout accepter. Et, il y a des points rebelles alors en Guadeloupe, ça veut dire. Ou plutôt des points qui le sont moins. D'accord. Plutôt dans ce sens-là, c'est pas des points rebelles. Il y avait plutôt quelques endroits qui adhéraient moyennement, quoi. Ouais, ou justement les histoires de statut social, ou tout simplement il y a des endroits de Guadeloupe, il y a plus de métros aussi qui sont là, donc il y a des écoles où il y a plus d'enfants métropolitains, il y a plus de... Voilà, donc ça peut, avec des gens qui vont avoir une autre vision. Donc ça joue. Après, il y a aussi autre chose, c'est que le savoir et la technologie, enfin le savoir se transmet encore quand même dans les générations, dans les familles, le savoir-faire, et la technologie est moins présente que dans l'Hexagone. Le confort est moins installé aussi, parce que moi je parlais du chlordécone pour ce qui était des scandales sanitaires, mais il y a beaucoup de régions où il n'y a pas d'eau au robinet. Il y a des endroits, il y a des villes, tout un circuit depuis plusieurs années, ils ont de l'eau 1 à 2 fois dans la semaine. Régulièrement, parce qu'il y a des problèmes de canalisation, etc. Ils avaient commencé des travaux, mais là je vois que les travaux se sont arrêtés depuis le Covid, j'ai pas eu l'impression que ça ait repris. Et voilà, donc
il y a des tensions, enfin le peuple guadeloupéen a eu l'habitude aussi de vivre avec des tensions. Il y a les cyclones, il y a les tremblements de terre, il y a tout ça. Donc l'adversité, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la vie des générations en génération. S'adapter à la difficulté. Donc je pense que quelque part, je suis pas sûre, mais je pense que ça fait partie des choses qui ont participé à ce résultat-là. Et puis je tiens aussi à saluer le fait que à la tête des syndicats de Guadeloupe, on avait des gens, des hommes et des femmes qui tout de suite ont mis leur pensée au service de l'indépendance d'esprit, et il y a vraiment de beaux esprits critiques et de belles âmes et de belles pensées en fait pour pouvoir s'interroger, et ce qu'il n'y a pas eu dans l'Hexagone, quoi. D'accord. Alors bravo la Guadeloupe quand même. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce colloque, de nous avoir apporté tes lumières, ton sourire et toutes tes connaissances. Et voilà, j'espère que ça aurait été un plaisir aussi pour... C'est un tout petit échantillon, un tout petit aperçu, parce que finalement on a parlé aussi d'autres choses, mais c'était avec plaisir. Est-ce que tu as écrit un livre ou... Non, j'ai pas écrit de livre là sur le sujet. Par contre, mon intervention sera certainement publiée dans les actes du colloque, s'il y a des actes après là par la suite. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Karine. Merci.